Bienvenue sur Sailing News Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au sommaire cette semaine, immersion dans les fonds marins de la Polynésie française, la suite du feuilleton de Thierry Dubois et sa goélette qui prend forme, mais avant cela, interview avec le fondateur des voiliers de luxe, les Wally Yachts. Les Wally, ils sont nés pour avoir des bateaux à voile plus rapides et plus simples, plus amusants et plus confortables en même temps. Parce que quand j'ai commencé avec l'idée Wally, j'ai trouvé que tous les bateaux à voile étaient ou ennuyants, les bateaux croisières, et pas vraiment confortables, mais surtout très lents, très compliqués, ou ils étaient les bateaux régates qui étaient rapides mais très difficiles à gérer, à maîtriser. On avait besoin de beaucoup d'équipage. Bon, les bateaux Wally sont construits dans notre chantier, qui c'est sur la mer Adriatique à Fano. Les Wally sont tous construits en carbone, en composite, et surtout les carbones dans les gréements, sur les mains, a nous permis d'avoir un plan de voilure beaucoup plus simple. Les flocs sur l'enrouleur permet de les gérer très facilement, mais surtout, c'est le point d'écoute autovirant qui permet de virer d'un panneau sans bouger les écoutes. On peut l'avoir sur un bateau de cette taille grâce aux mains en carbone. Parce que les mains en carbone n'ont pas besoin, avec sa rigidité, n'a pas besoin d'avoir des états avant qui ne permettraient pas au floc de passer. Sur Tic et Titan, le floc c'est presque 250 mètres carrés et la grande voile 300 mètres carrés. 550 mètres carrés seulement entre la grande voile et le floc sur 35 tonnes. Et au portant, on peut mettre un Jenaker de entre 700 et 800 mètres carrés. Ça veut dire qu'entre le Jenaker et la grande voile, on a plus de 1000 mètres carrés de voilure. Un Wally comme Tic et Titan, 27 mètres. Pour le manœuvrer en croisière, on a besoin de 2 personnes. Et en croisière, en régate, on a besoin de 10 personnes. Lui aussi a des idées et surtout du courage. Thierry Dubois découvre les formes de sa goélette. Voilà, alors ce qui n'a pas pu être fait à l'intérieur va être fait maintenant, c'est-à-dire que les conformateurs de retournement ont pu être faits côté coque, mais côté pont on ne pouvait pas parce que, encore une fois, c'était trop haut, on n'avait pas la hauteur dans le hangar. Le but étant de créer en gros 2 cercles dans lesquels le bateau va rouler sans à-coups. Il y a quelques trucs à mettre avant de retourner, dont le puits de dérive, parce que c'est pareil, on va pas soulever le bateau une fois qu'il sera dans le chantier. Donc ce puits de dérive qu'on avait fabriqué à côté, on était obligé d'attendre que le bateau soit dehors pour l'enfiler dedans. Il faut juste, il n'y a pas à le coller, c'est juste l'enfiler, finir le dernier ajustage, et le mettre dans son logement et le bloquer provisoirement, il sera collé plus tard. Donc, les conformateurs sont prêts, il n'y a plus qu'à faire rouler, on décale le bateau, en espérant qu'il ne parte pas à rouler tout seul, normalement non. Et là, c'est la grue en fait qui l'aide au démarrage à rouler et qui ensuite va freiner la descente de l'autre côté. Cette opération-là m'impressionnait pas plus que ça. J'avais déjà retourné des bateaux de cette taille-là, en l'occurrence le 60 pieds, de la même façon. Bon, même si celui-là est plus lourd, il ne peut pas arriver grand-chose. Tout ce qui peut arriver, c'est que le bateau roule un peu trop vite ou roule pas assez vite. Donc voilà, mais on risque pas d'abîmer grand-chose. C'était bien moins problématique de faire rouler le bateau pour le retourner que de le sortir du hangar à l'envers. Donc là, on déplace les élingues pour finir parce que là, il faut que la grue retire à nouveau sur l'autre livet pour finir son tour. Je l'ai découvert, comme tout le monde, personne n'avait réellement vu ces formes avec un peu de recul. Et oui, la satisfaction est là. C'est un bateau qui semble esthétique déjà, malgré sa taille et son volume. Il a quand même des lignes d'eau et une ligne générale qui est sympa. Voilà, on le voit pour la première fois dans son ensemble. Puis maintenant, il faut glisser le chariot en dessous pour le re-rentrer. On en est à 1/3 du chantier. Là. Quand la coque est faite, c'est un petit tiers du chantier. Après, c'est un autre tiers pour tout ce qui est menuiserie, aménagement, et encore un tiers pour l'équiper ce bateau. Donc
Non, c'est une bonne tranche de fête, mais on n'est pas encore au bout du truc. On termine ce mag avec de la magie, plongeons dans le monde aquatique des lagons polynésiens. Certains lagons sont réputés pour offrir une faune aquatique particulière, comme à Bora Bora, où il n'est pas rare de croiser la grande raie manta, déplaçant avec élégance et grâce ses 2 à 3 mètres d'envergure, ignorant avec superbe l'intrus masqué qui la dévisage. Ou encore nourrir et caresser les nombreuses raies léopards dont la peau, au contact de la main, ressemble à du velours. Impossible de parler de la faune marine sans évoquer les grandes tortues à la fascinante dextérité sous l'eau comparée à leur lourdeur à terre. Aujourd'hui, l'espèce est protégée. Les accidents avec les requins sont quasiment inexistants en Polynésie française. Ils sont généralement le fait de chasseurs qui gardent les poissons qu'ils ont tirés à la ceinture. Des Polynésiens organisent régulièrement pour les touristes des impressionnantes séances de shark feeding pour nourrir les requins. Certains trous de coraux peuvent servir de repère à la dangereuse murène. C'est un des poissons qu'il vaut mieux éviter. Les oursins possèdent des piques extrêmement longues et urticantes qui peuvent provoquer des infections si par malheur une jambe ou un pied s'y frotte, et le poisson-pierre, bien camouflé, est difficilement repérable. Il peut être à quelques dizaines de centimètres de profondeur au bord d'une plage. Son venin est très puissant et est la cause d'infections qui peuvent être très graves. La meilleure prévention consiste à ne pas marcher pieds nus sur des fonds de roches, des fonds coralliens ou des fonds troubles, d'autant que les petites blessures dues au corail peuvent s'infecter. La ciguatera est un empoisonnement de la chair des poissons, et plus particulièrement de leur foie, dû à une toxine qu'ils ont consommée. Cette toxine provient d'une algue qui pousse sur du corail mort. Par mesure de précaution, il faut toujours demander aux personnes locales si le poisson pêché dans le lagon est comestible ou non. Et voilà, le mag se termine, à la semaine prochaine pour d'autres aventures marines.